J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Christelle qui est experte WordPress, experte Showit. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très 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 bien en ce jour très très frais dehors, mais un petit peu ensoleillé quand même, ça fait du bien. Donc ça fait du bien au moral. Exactement. Et c'est vrai que là, les températures commencent un peu à baisser et la neige commence à pointer le bout de son nez. Est-ce que tu peux dire un peu aux gens qui tu es, te présenter ton parcours, comment tu t'es lancé, pour que les gens aient un peu le décor, je dirais. Oui, donc je m'appelle donc Christelle, je suis web designer, graphiste, je propose également des cours en ligne et j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai des diplômes et un concours en lettres classiques, donc dans un univers qui est complètement différent. Mais lors d'une de mes expatriations, je n'avais plus la possibilité d'enseigner et j'ai souhaité développer d'autres compétences qui m'ont toujours attirée. En fait, j'ai toujours été attirée depuis toute petite, depuis mes 12 ans, par l'univers du web. J'ai eu mon premier ordinateur à 12-13 ans. Il n'y avait pas Internet à l'époque, j'utilisais Paint, enfin, c'était assez archaïque, on va dire. Et du coup, je me suis formée donc au web design pendant cette expatriation et j'ai lancé finalement mon activité d'indépendante, donc sous le nom de califrame.com. Je suis connue sous ce nom en ligne. Et j'aide principalement des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, justement pour leur apporter des solutions qui vont leur permettre de créer une activité qui les aidera à créer finalement une vie sur mesure qui leur convient le mieux possible. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas forcément la première étape auquel on pense quand on se lance sur Internet. On va pas directement penser à créer un site Internet, etc. Quel est selon toi et comment toi tu justifies l'importance aujourd'hui d'avoir un site? Et surtout, comment tu analyserais une certaine réticence par rapport à la création d'avoir vraiment une page web référencée sur Google? Alors, donc, au niveau du site internet, en fait, c'est vrai que depuis, je dirais même presque depuis la pandémie, depuis le Covid, en fait, on a eu un énorme focus sur les réseaux sociaux. Et donc, on a l'impression que tout se passe sur les réseaux sociaux parce que, en plus, je pense, pendant la pandémie, il y a peut-être eu, je ne sais pas s'il y a eu des expérimentations de la part, par exemple, je vais parler d'Instagram parce que c'est le réseau que je connais le mieux, mais en termes, voilà, d'algorithmes, de choses comme ça. Donc, ce qui fait que effectivement, il y a des personnes qui ont finalement pu se développer grâce à ce type de réseaux sociaux. Mais en fait, quand on compare voilà, le nombre de personnes qui vont peut-être faire un buzz ou qui à un moment donné vont être mis en lumière et du coup ça peut être effectivement exponentiel et on peut avoir effectivement d'un seul coup beaucoup de followers, etc. sur les réseaux sociaux, ça peut effectivement être un levier, mais en même temps, c'est pas ça qui va forcément nous faire perdurer et de toute façon, ces visiteurs, enfin ces gens qui nous voient sur les réseaux sociaux, il faut bien à un moment donné les rediriger quelque part. Si on a des services à proposer, il faut leur montrer, ben voilà, par exemple, peut-être une page de vente ou leur donner plus d'informations sur nous, sur une page à propos, etc. Donc, pour moi, le site Internet reste quand même de toute façon essentiel, même si on réussit sur les réseaux sociaux. Et si, au contraire, on est allergique aux réseaux sociaux, au contraire, justement, là, par contre, le site Internet est crucial Mhm. parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un travail aussi à part entière. C'est un énorme boulot de créer du contenu pour les réseaux, etc. Et ça peut pas forcément convenir à tout le monde. Et le site internet reste de toute façon quelque chose d'essentiel pour moi. Bon, c'est un petit peu bien sûr mon fonds de commerce, mais ça reste essentiel parce que c'est quelque chose qui va être sur la durée. En fait, j'ai créé une sorte d'acronyme que j'appelle SPP, sécurité, pérennité et propriété. C'est-à-dire qu'un site internet, voilà, c'est une sécurité sur le long terme parce que on peut finalement, on peut voir son compte Instagram peut-être à un moment donné supprimé, ou enfin, ça c'est déjà arrivé pour même des comptes importants que je connaissais. Et donc là, on se sent un petit peu perdu. Après, la propriété, bah, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas, notre site internet nous appartient. Et la pérennité, c'est-à-dire que bah, moi, j'ai des articles que j'ai publiés il y a 5 ou 8 ans et qui me permettent encore d'avoir du trafic et de me faire connaître. Donc, pour moi, un site internet a quand même beaucoup plus d'avantages que les réseaux sociaux, même à l'heure actuelle.
C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très instantané, alors que le travail sur un site internet, ça va vraiment s'étirer sur la longueur et sur le temps. C'est pour ça que généralement, on demande aux gens d'avoir pas mal de patience quand même. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est souvent la dernière chose qui arrive au Ouais. bout du chemin. Parce que du coup, les gens se rendent compte que sur les réseaux sociaux, c'est difficile, mais une action, elle va durer 24 heures. Et après, du coup, on veut étirer le business et il faut impérativement créer un site. Est-ce que toi, tu as remarqué avec les gens que tu accompagnes, certaines étapes de prise de conscience, de se dire d'abord j'ai commencé par les réseaux sociaux et maintenant je ressens le besoin impératif d'avoir un site internet, ou il n'y a pas vraiment de schéma type? Je pense qu'il n'y a pas de schéma type. Je pense que, en fait, moi, j'ai plutôt rencontré l'inverse quand même. Les gens qui commencent, qui débutent et qui vont commencer par le site. Après, c'est peut-être aussi une question de génération. Je dirais que peut-être les générations plus jeunes qui ont vraiment dans la vingtaine, eux vont peut-être commencer tout de suite par les réseaux sociaux. Par contre, les générations, ou alors les personnes qui se sont déjà lancées, et qui veulent au contraire faire pérenniser leur activité, elles vont mettre plus le paquet sur le site internet, ou celles qui débutent plus dans les trentenaires, quarantenaires, aller vers le site internet en premier parce que justement c'est rassurant, c'est quelque chose où on ne se laisse pas submerger, où il n'y a pas de la nouveauté tous les jours au niveau des algorithmes ou des choses à créer entre les reels, les posts, les carousels, etc. Donc voilà. C'est vrai que ça fait Je- aussi partie de la réalité de chacun. C'est les personnes qui ont aux alentours de 30, 40 ans, ils ont vu un peu la genèse d'Internet à travers les sites Internet et pas du tout à Aussi, travers les ouais. réseaux sociaux. Du coup, en fait, en termes de connaissances, en termes digital, c'est vrai que là, il y a une vraie différence et je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, quand les gens veulent se lancer, c'est vrai qu'il y a plusieurs CMS qui sont disponibles. Donc, les CMS, ce sont vraiment des plateformes où on peut créer un site Internet. Euh, Toi, c'est vrai que tu es spécialisé sur Showit et sur WordPress. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Et surtout, pourquoi Showit qui actuellement est en plein développement? Et c'est vrai que de mon côté, en tout cas, je vois de plus en plus de sites internet être créés sur Showit. Comment faire son choix par rapport à ça? Alors, donc moi, j'ai vraiment, donc ça fait quasiment 10 ans que je fais des sites internet et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à l'ère où il n'y avait pas forcément énormément d'outils. Il y avait, à l'époque, il y avait des plateformes toutes un petit peu prêtes à l'emploi qui existaient comme Jimdo ou Wix qui Mm. existaient déjà. Mm. Euh, Plus tard, j'ai découvert Squarespace aussi. Enfin, j'ai vraiment tout testé. Et puis après, donc bien sûr, il y a WordPress que j'ai testé dès le début. Mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, quand j'ai commencé sur WordPress, je me suis dit que j'y arriverais jamais parce que il y avait tout un jargon avec justement l'hébergement, le serveur FTP, il fallait télécharger des choses, mettre le nom de domaine, les DNS, etc. Enfin, c'était tout un jargon qui faisait peur. Et même moi, à mes débuts, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est très technique, c'est compliqué. Ouais. Et finalement, bon, moi, j'aime bien le côté technique et j'aime bien aller au fond des choses et puis étudier tout ça. Donc, c'est mon côté un peu geek, je pense. Mais du coup, voilà, moi, c'est vrai que j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans sur WordPress. Mais c'est vrai que ben, quand j'ai découvert un Squarespace, j'ai pas réussi à m'y faire parce qu'il y avait un système de bloc. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à m'y faire. Après, WordPress, j'ai continué effectivement parce qu'il y a des nouveaux outils comme par exemple les constructeurs qui ont fait un gros buzz finalement il y a quelques années, comme par exemple Divid, Elementor, Elementor. Puis il y en a sûrement d'autres, Beaver Builder que j'utilise aussi. Avec une grosse préférence pour Divi d'Elementor. Ça permet déjà d'avoir plus de facilité à créer des pages. Voilà, il y a des templates pré-enregistrés qu'on peut mettre en un clic, donc ça facilite les choses. Mais néanmoins, il y avait toujours une énorme frustration parce que j'ai un côté créatif. Et ce côté créatif, finalement, pour le mettre en place sur une plateforme comme WordPress, ben, ça passait forcément par quand même beaucoup de code ou Mhm. beaucoup voilà, de solutions, de compromis. Et c'est vrai que ça m'a énormément frustrée. Et quand j'ai découvert Showit il y a à peu près 2 ans, en fait, je ne me suis pas lancée tout de suite sur Showit. J'ai préféré vraiment prendre l'outil en main et me former. Et là, ça a été un vrai coup de foudre parce que, étant graphiste également, je travaille sur Illustrator ou sur Photoshop. Et là, on avait presque un combo des deux Mhm. en un.
Pour celles même qui, à la limite, auraient peur parce qu'elles utilisent Illustrator et Photoshop, c'est un peu technique. Ouais, même Canva, par exemple, le Canva, le fait qu'on fait du drag and drop, etc. Et ben, Showit, voilà, il y a cet aspect qui est énormément rassurant et qui permet justement de faire une belle place au design et donc bah, voilà, de maîtriser son site à la fois de manière esthétique, tout en ayant aussi une stratégie et puis en ayant cette technique en moins, la peur du bug en moins, parce qu'il y a pas de bug en fait. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme superbe. Et pour ceux qui ne connaissent pas Showit, effectivement, Showit peut être couplé avec WordPress pour la partie blog. Donc en plus, on continue finalement à avoir cette force de WordPress aussi en utilisant finalement un outil qui est plus simple pour la mise en page. Mhm. Et c'est vrai que par rapport à la comparaison des deux, bah, comme tu le sais, moi j'accompagne vraiment par rapport au SEO. Et c'est vrai que du coup, j'accompagne aussi les évolutions en termes de site internet parce que c'est quand même la structure et la base de mon travail. Et c'est vrai que moi, quand je regarde un peu les avis, etc., et un peu, ouais, je dirais les arguments de chacun. C'est vrai que on pointe souvent du doigt Showit en disant qu'effectivement, c'est très bien en termes de design, mais en termes de SEO et en termes d'optimisation pour être visible sur Google, c'est pas l'idéal. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Alors, je ne suis absolument pas d'accord effectivement avec cette affirmation, puisque justement, j'ai étudié le sujet, puisque c'est aussi les choses que j'ai pu entendre. Mais en fait, ce qui diffère, enfin, sur du WordPress, finalement, on va mettre en place un plugin de SEO, on va optimiser sa page en mettant une bonne structure, en utilisant bien ce qu'on appelle les titres, les balises, les H1, H2, H3, etc. On va utiliser des mots-clés, on va faire le lien avec Google Analytics. Qu'est-ce qu'on peut faire encore sur WordPress? Donc, on utilise en général un plugin qui nous aide à faire tout ça. Mais tout ça, finalement, on l'a en natif sur Showit. Donc, il n'y a vraiment pas de différence. Sur Showit, je peux, pour chaque page, bah, bien structurer ma page avec mes H1, H2, H3. Je peux également mettre pour chaque page une métadescription, un titre SEO, une image à la une. Et puis pour la partie blog, je peux utiliser toujours, si je le souhaite, un plugin WordPress. Et je peux même, en fait, on parle souvent de la partie blog qui est WordPress, mais on peut aussi créer des pages WordPress. Donc on pourra designer l'esthétique finalement sur Showit, mais qui pourront être assignées à WordPress. Donc on peut aussi avoir des pages finalement, imaginons qu'on ait peut-être une page très importante et qu'on ait peur que le SEO ne soit pas optimal, ce qui est une fausse peur finalement, et bien on peut aussi finalement voilà, paramétrer, enfin avoir ce côté WordPress qui peut être aussi dédié à une page et pas que à un article de blog. Donc, Ok, donc faut tout peut savoir. être lié en fait. Il y a vraiment une base qui va être assez solide pour que tout soit lié et pour que les pages puissent être performantes. Oui. Moi, je rebondis du coup sur ce que tu dis parce qu'au-delà effectivement du SEO, il y a vraiment toute la structure du site internet. Et quelle est selon toi du coup la bonne structure? Quelles sont les pages où vraiment il faut impérativement qu'elles apparaissent? Je pense par exemple à la page à propos. Est-ce qu'il y a vraiment un socle sur lequel toi tu travailles de base? De se dire, si au moins je ne veux pas totalement développer mon site internet, il faut au moins que j'ai ça. Alors, en général, c'est vrai que par exemple, dans les packages, dans les web designers, on voit souvent, voilà, pour les plus petits packages, on va mettre les pages les plus importantes. Souvent, on va dire que les packages les moins chers, peut-être, vont correspondre à un site de 5 ou 6 pages. Et c'est vrai que parmi ces 5 ou 6 pages, on a souvent la page d'accueil, la page à propos, une page service, la page blog et la page contact. C'est en général un petit peu la base. Sachant que la page blog, bah, elle va être animée par des articles, donc il va quand même falloir créer des articles pour pas Ouais. avoir un site statique pour justement qu'il continue à être bien référencé. Et au niveau des pages, voilà, enfin, je dirais que c'est pas forcément les pages les plus importantes, mais c'est des pages qu'on s'attend, que l'internaute s'attend à retrouver sur chaque site. Après, il y a deux petites choses que je voulais préciser. C'est que j'ai remarqué effectivement que côté outre-Atlantique, on commençait à cacher un petit peu plus la page à propos. Souvent, elle est plus forcément dans le menu principal, elle est dans le menu qui se trouve dans le footer, des choses comme ça. Parce qu'elles mettent en général de plus en plus l'accent sur justement les services ou les produits qu'elles proposent. Donc ça, c'est une tendance que je vois qui commence à poindre, à se montrer Mhm. et donc à pointer le bout de son nez sur les sites. Et du coup, c'est quelque chose que je remarque. Donc cette page à propos, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que je me demande comment elle va évoluer. Et Mhm. sinon, une autre chose que je voulais préciser, c'est que
on ne pense pas souvent, quand on crée un site, à ces pages cachées qui vont faire partie d'une importante en fait, expérience utilisateur. On a par exemple la page 404 quand l'utilisateur arrive sur notre site mais qui tombe sur une page 404. Si elle n'est pas dans l'ambiance, dans l'esthétique de notre site et si elle n'amène pas à quelque chose d'autre qui pourrait être utile à l'internaute, il va partir tout de suite. Ouais. Donc c'est une page cachée, on n'y pense pas, mais en fait, on peut l'optimiser cette page et souvent les gens n'y pensent pas. Et ça, on peut le faire très facilement avec Showit ou même avec WordPress. Mhm. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Et puis aussi des petites pages de remerciements. Après des opt-in de freebie, par exemple, et ben, au lieu d'avoir juste un message qui s'affiche ou peut-être de rediriger selon les outils utilisés pour le mailing, que ce soit Mailchimp, etc. Parfois, on a une sorte de page de Mailchimp toute blanche qui sort du site et qui est plus du tout, enfin voilà, qui est un petit peu finalement frustrante parce qu'on sort d'un univers qu'on appréciait. Ouais. Et donc voilà, on peut mettre en place des pages de remerciements et ça participe à amener une bonne expérience utilisateur et une bonne expérience de notre site internet. Donc il C'est faut hyper aussi penser intéressant. aux pages C'est cachées. ouais, mais c'est aussi hyper intéressant ce que tu dis par rapport à la page à propos parce que c'est vrai qu'il y a vraiment, bah, déjà moi je ne cesse de le dire, mais il y a une vraie évolution dans la consommation de contenu et dans toutes les stratégies marketing et ça va d'autant plus se ressentir en 2023. Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, au-delà de créer, tu sais, une marque qui leur est propre avec un vrai personal branding, les gens ont plus envie aujourd'hui d'être dissociés de la marque et que ce soit vraiment la personnalité de la marque qui vendent et pas eux. Et que si demain, par exemple, ils veulent déléguer ou s'ils veulent prendre un peu de distance avec les business, que tout ne dépende pas que d'eux. Et c'est vrai que, par exemple, bah, comme tu le disais si bien, aux États-Unis, les gens sont très autocentrés. Et c'est vrai que tout ce qui est bah, entrepreneur, c'est vraiment tout est à leur nom et on les voit partout. Ils ont vraiment une place hyper importante. Et c'est vrai que petit à petit, depuis fin 2022, en tout cas, ça se ressent que plus en plus, ils veulent créer une identité propre à leur business et une identité propre à eux avec leur personal branding, mais peut-être pousser le truc un petit peu plus en mode lifestyle, vraiment de montrer les coulisses, mais d'avoir une approche plus dissociée. Est-ce qu'il faut impérativement que un site internet, et notamment à travers Showit, ait une propre identité, un propre branding, vraiment qu'il y ait un univers, comme tu le disais avec les pages 404, où quand on arrive, il y a vraiment une harmonie qui se crée. Est-ce que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour avoir un site qui vend? Et est-ce que c'est difficile à mettre en place? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs tendances et plusieurs choses auxquelles il faut tenir compte. Il faut qu'un site ait effectivement une harmonie et une identité visuelle, on va dire, qui soit cohérente dans tout le site. Là, au moins, on a quelque chose voilà, qui va être harmonieux, le visiteur va se sentir bien, il va se sentir peut-être happé par un univers, où le côté vraiment bien structuré, le beau design, etc., va lui plaire. Et d'ailleurs, je trouve que de plus en plus, c'est le design qui prend le pas sur les sites. Avant, les sites étaient très formatés, très en section, très carré, j'ai envie de dire. Alors que maintenant, vraiment, il y a ce design qui prend le dessus. Et donc, ce design qu'on va choisir, il faut effectivement le mettre en place sur tout le site pour que ce soit cohérent. Après, par contre, la tendance que je vois et que je vois évoluer, c'est le fait qu'avant, on prenait le fait d'avoir une identité visuelle, un branding qui soit assez figé finalement et qui nous rende reconnaissables. Il y a vraiment ce mot d'être reconnaissable qui ressort à chaque fois. Et moi, j'ai jamais trop adhéré à ça. Enfin, ça m'a toujours un petit peu bloqué, enfin, parce que c'est mon côté créatif aussi, donc forcément, j'ai envie d'explorer d'autres choses. Mais de plus en plus, finalement, je vois les sites qui, parfois, d'une année à l'autre, changent de style. Alors, attention, je dirais peut-être que ça, c'est pas valable pour toutes les industries, mais toutes les industries de services ou de ceux qui sont créateurs de contenu, qui vendent des programmes ou des cours en ligne, etc., des produits digitaux. Ces personnes, en fait, voilà, qui sont dans ce type d'activité, je dirais qu'elles évoluent de plus en plus avec les modes, un petit peu comme finalement les modes qu'on peut avoir dans l'univers de la décoration d'intérieur ou des vêtements, ou voilà, enfin, le design, on a toujours des collections printemps-été, des collections automne-hiver, et les gens en général font évoluer les choses de ce côté-là. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans l'univers
du web design où on va avoir des tendances de couleurs, de police d'écriture qui vont ressortir et les gens n'ont plus peur de faire évoluer. Alors bien sûr, il ne faut pas passer, je sais pas, du rose pétant au noir complètement voilà, d'une année à l'autre pour pas quand même perdre son visiteur. Mais en termes de style, les choses voilà, évoluent et je pense que c'est pas un mal de faire évoluer les choses. C'est correspondre à l'ère du temps. Et pour moi, c'est pas un mal de dire qu'on ne va pas être figé dans une identité visuelle. Oui, et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ben, un business, il faut un peu le considérer comme une personne. Nous, d'une année à l'autre, on va changer de style, on va aimer d'autres choses. Et c'est vrai que le business doit également suivre ses évolutions. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai un peu l'impression que les gens veulent pas changer leur site internet parce qu'ils ont peur que ça coûte trop cher, parce qu'ils ont peur que ça prenne trop de temps. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment créer un site internet coûte cher? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est fastidieux? Est-ce que c'est difficile? Parce que bah, tu parlais justement de l'aspect très technique au départ, vraiment au début et la jeunesse des sites internet. Quelle est la réalité aujourd'hui du marché? La réalité aujourd'hui, justement, elle a énormément changé puisqu'il y a plein d'outils, que ce soit sur WordPress ou alors que ce soit des CMS qui ont évolué, ou qui ont été créés, permettent vraiment d'apporter des solutions finalement qui vont faciliter la vie des gens. Et il y a une énorme, justement, tendance du DIY, je ne sais pas si on dit en équivalent français, mais et en gros, la frontière finalement entre le web designer et le DIYer qui va utiliser un template tout fait. Alors des templates tout faits, on en trouve sur WordPress et on en trouve sur Showit aussi, par exemple. Après, sur WordPress, il y a toujours un petit aspect, des fois quand même un petit peu technique, je trouve, qui peut être un frein de temps en temps. Alors que sur Showit, il y a vraiment une fluidité. En un clic, voilà, on a notre page, on va changer nos images sans problème, notre texte, etc., la disposition. Donc, il y a vraiment ce côté finalement entre le DIYer et le web designer, une frontière qui s'affine au point qu'on peut se dire, vais-je avoir besoin d'un web designer? Et, mais il faut être conscient qu'effectivement, si on peut faire son site soi-même, et en général, c'est des personnes qui vont débuter et qui peuvent justement débuter à faible coût en achetant un template et facilement grâce aux solutions qui nous sont apportées aujourd'hui. Donc, les débutants peuvent maintenant commencer facilement. Après, les personnes qui peut-être vont avoir envie de faire évoluer un business vraiment à un niveau supplémentaire, là, je pense que le web designer reste quand même nécessaire parce qu'un web designer, c'est quelqu'un avec qui on va avoir une relation privilégiée one-on-one, avec qui on va parler de ses objectifs, de sa stratégie, de peut-être d'une refonte de site, donc quelle va être la meilleure structure, etc. Et le web designer, ça reste quand même par rapport à un DIYer, quelqu'un qui a son nez dans les sites internet et dans les problématiques et dans les stratégies, etc., du matin au soir. En tout cas, c'est mon cas. Donc, forcément, voilà, il y a une expérience supplémentaire. Mais du coup, voilà, ça nous donne en fait deux poids, deux mesures. On a le débutant qui peut commencer à moindre coût facilement avec des templates et finalement celui qui veut peut-être aller plus loin ou qui veut peut-être déléguer tout simplement. Peut-être que ensuite, on a aussi une tendance que j'ai remarquée, c'est que des DIYers qui faisaient leur site eux-mêmes, après délèguent parce qu'ils n'ont plus envie, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus envie ou ils ont trop de clients, ils veulent se consacrer à leurs clients. Donc, ils vont déléguer la création de leur site Internet. Et là, on peut aller sur des fois du sur-mesure. Et là, par contre, effectivement, le sur-mesure, selon les besoins, a un coût beaucoup plus important, effectivement. Ouais. Et en fonction de l'approche que l'on souhaite, que ce soit dans l'achat de template ou même, je ne sais pas, collaborer directement avec un web designer, quelles seraient selon toi les trois erreurs vraiment à éviter pour être sûr et certain que le site que l'on va créer va vendre et qui va être en mesure de convertir après par la suite? Moi, je dirais que c'est pas tant une question de choisir soit un site sur mesure, soit un template. C'est plus de faire attention lorsqu'on crée un site, parce qu'il y a encore peut-être un peu moins les jeunes générations, du coup, j'ai remarqué aussi, mais les générations, du coup, qui ont grandi peut-être avec Internet, ont tendance, par exemple, une des erreurs que je vois le plus, c'est de mettre beaucoup de texte. Et donc, c'est la phrase que je ressors toujours, un site Internet n'est pas un document Word. C'est vraiment très important. On va de plus en plus à l'essentiel. Donc, on va mettre des phrases clés en gros. On va mettre un paragraphe qui va faire juste 3 lignes, mais avec des mots plus impactants. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, le métier de copywriter, je le trouve très important dans notre industrie et je recommande vraiment ceux qui veulent un site aussi de qualité de ne pas hésiter à faire appel à un copywriter.
Donc ça serait l'erreur numéro 1, mettre trop de texte. L'erreur numéro 2, c'est justement effectivement de ne pas être cohérent en termes de visuel. Voilà, même si on fait évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être d'année en année notre style. Par contre, au sein d'un même site, je vois souvent des débutants qui mettent des photos qui ont des schémas de couleurs complètement différents et ça détonne tout de suite. Tout de suite, on sent que le site fait pas pro, donc ça c'est assez gênant. Ouais. Et après, c'est un côté, la troisième erreur qui peut être faite, c'est le côté navigation où les pages sont trop chargées, alors pas forcément texte, mais en information. On va vouloir mettre tous nos services sur la page d'accueil, on va vouloir mettre toutes nos informations sur la page à propos ou tout ce qu'inclut nos services dans la page de notre service individuel. On charge trop et on peut très bien mettre des solutions en faisant télécharger un PDF avec notre plaquette. Enfin voilà, on n'est pas obligé de mettre tout. Et de rester trop dans l'informatif. Il faut montrer le résultat que la personne peut obtenir grâce à nos services, par exemple, plutôt que l'information et le contenu en disant pour ce tarif-là, vous aurez ça, 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 ça. En Ouais. essayant de justifier notre prix, en fait, et ça, c'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Ouais. C'est vrai que à vouloir trop vendre et à vouloir absolument trouver des clients, on a tendance à vouloir tout mettre sur la table et dire moi je sais faire tout ça. Et c'est vrai qu'au final, comme tu le disais si bien, en termes de copywriting, c'est pas l'idéal en termes de communication et en termes d'approche commerciale, je dirais. Donc c'est très clair. Et si euh, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se rendent compte que ou ils ont un site à l'abandon et ils savent pas trop quoi en faire, ou il y a quelques erreurs que tu as évoquées qui font actuellement. Quelle serait, selon toi, la première étape à mettre en place dès maintenant pour vraiment se pencher sur un site internet et avoir la bonne réflexion? Quelle serait la chose impérative à faire? C'est vraiment, je dis même pas le niveau 1, mais le niveau 0. Bah déjà, aller sur son site, sur sa page d'accueil et déjà voir au premier coup d'œil, rien qu'en regardant voilà, la première image qu'on voit sur notre ordinateur, selon si on a un grand écran ou petit écran, mais ce qu'on Ouais. voit à l'écran, est-ce que ça nous dit tout de suite de quoi va parler le site? Est-ce qu'on comprend tout de suite ce que fait la personne et en quoi elle va aider le visiteur? Voilà, c'est vraiment essentiel parce que parfois, il y a des sites avec des slogans, mais on ne comprend pas bien où la personne veut en venir, ou voilà, enfin des mots chocs, etc. Mais on ne sait pas finalement ce que la personne propose. Mhm. Donc vraiment, faut que ce soit fluide pour une personne qui arrive sur le site. Il faut tout de suite qu'on comprenne de quoi il est question. Et si du coup il y a un problème dans ce discours-là ou qu'il y a un problème sur les sites internet, c'est vrai que toi du coup tu accompagnes tous ces gens qui ont vraiment un projet digital à créer leur site internet et à créer leur présence en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur comment toi tu accompagnes les gens? Quels sont les éléments que tu mets en place que les gens peuvent accéder ou même te contacter? Comment ça se passe toi en termes d'accompagnement? Alors moi, du coup, je fais plusieurs services jusqu'à maintenant. Donc, je faisais uniquement de la création de sites sur mesure. Donc, j'ai toujours ce service de site de création sur mesure, que ce soit enfin, de sites et d'identité visuelle. J'ai également un programme qui permet aux gens de se former tout seul sur le fait de créer son site. Alors, c'est pas une formation que sur WordPress ou que sur Divi, c'est sur le fait justement de penser la stratégie de son site, etc. Mhm. Et mon nouveau projet, mon bébé, que je reporte depuis 5 ans, je souhaitais créer des templates parce que voilà, je voulais aussi me libérer justement de ce côté créatif et vraiment faire des choses. Proposer des choses créatives et qui en même temps soient adaptées aux gens par rapport à leurs services en termes donc de web design. Et donc là, je crée ma boutique de templates, The Template Stylist, qui va proposer des templates sur Showit et des templates qui seront justement entre guillemets fléchés. C'est-à-dire que je vends déjà une fiche Notion qui s'appelle Rédige ton site et qui en fait propose un chemin fléché sur les pages, donc on sait exactement ce qu'on peut écrire. Alors bien sûr, on peut moduler, hein, mais c'est pour ceux qui se sentent vraiment perdus, voilà, on a quelque chose au moins par étape où on n'est pas perdu face à notre page de site. Et donc, bah, mes templates vont refléter ça aussi, c'est-à-dire que les personnes qui vont acheter les templates sauront ce qu'elles vont devoir mettre à tel endroit pour être le plus efficace possible, le plus stratégique possible et proposer surtout un chemin intelligent à l'internaute pour qu'il puisse naviguer de manière sereine sur le site sans se sentir perdu. Ouais.
Génial. Merci beaucoup, Christelle. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile si vous voulez aller découvrir, aller acheter un template ou même juste être accompagné par Christelle. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous et je te dis à très vite. Merci, c'était un vrai plaisir aussi de faire cet épisode. Merci à toi.